GFL ou sur la MAT, donc pour les... Clément, est-ce que vous voulez faire des commentaires? On va passer du coup à la dernière présentation de la session, qui est un retour d'expérience sur l'expérience tiers de source, qui consiste à de la contractualisation d'agriculteurs, afin de protéger les captages de la région rennaise. Vous allez détailler plus que moi. Je trouve que le lien est assez évident avec ce qu'on vient de voir, hein, parce que dans ces mesures, il me semble bien qu'on augmente, il y a une incitation à augmenter les surfaces en prairie. C'est Monsieur Daniel L qui est coordinateur de source. Oui, bonjour à tous, et puis merci de nous accueillir dans votre journée, dans vos travaux. Le lien est d'autant plus évident que Patrick fait partie aussi du comité scientifique aussi de Terre de Source, donc le lien est aussi assez direct. Moi, je travaille effectivement au sein de la collectivité Eau du Bassin Rennais, qui est le syndicat de production d'eau potable, qui alimente le territoire et donc les 550 000 habitants en eau potable, donc qui est composé notamment de Rennes Métropole, mais aussi de 5 autres communautés de communes. Et donc, vous voyez, donc, pour présenter le contexte dans un premier temps, et puis l'ambition qu'on a dans le cadre de ce dispositif-là, et puis vous présenter le concret. Donc, vous voyez sur cette carte le tracé du périmètre en bleu, donc le territoire administratif qui regroupe en gros 75 communes. Et donc en vert, vous avez ce qu'on appelle les bassins versants, donc les aires d'alimentation en eau qui sont situées sur deux secteurs, hein, donc le secteur au nord-est, autour de Fougères, sur les cantons les plus laitiers de France, donc une production laitière très intensive, 10 000 litres de lait hectare. Et puis à l'ouest, donc une production mixte, mais toujours animale, avec une production laitière doublée d'une production porcine et avicole. Donc au niveau occupation du sol, hein, c'est un tiers, hein, donc un tiers de prairies, un tiers de céréales, un tiers de maïs. Simplifié, auquel il faudra ajouter un peu de colza, un peu de... Mais en gros, on a l'assolement. Et donc, avec des niveaux de nitrate atteints dans les années 1993-95, autour de Fougères, qui se sont montés donc à plus de 70 mg par litre, par rapport à une limite réglementaire que vous connaissez, hein, de 50 mg par litre. Et donc, avec un contentieux aussi, engagé par les agriculteurs dans le contexte des périmètres de protection, hein, dans le contexte réglementaire. Voilà, et puis une contamination par les produits phytosanitaires, hein, bien sûr en quantité importante, notamment lors de la période d'utilisation de l'atrazine, hein, désherbant du maïs, hein, qui s'utilisait au moins à 1 kg hectare, et donc avec des transferts dans les eaux importants. Voilà le contexte, et puis il faudrait rajouter, hein, à côté de ce contexte d'enjeu qualitatif, un enjeu quantitatif, hein. Donc le syndicat a été créé en 1992 à la suite de 3 années sèches. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, les problématiques que l'on a. 3 années sèches, hein, 1989-1992, où on était à 3 semaines de la rupture d'approvisionnement en eau de la population. Et évidemment, dans le contexte de développement de la population, hein, sur Rennes comme sur toutes les agglos, on a affaire effectivement de plus en plus à cette situation-là, cet enjeu-là, et d'autant plus dans le cadre bien évidemment du contexte du dérèglement climatique, hein, qui va aller croissant, et là où les enjeux entre l'activité économique et l'approvisionnement de la population va aller croissant, hein, donc les rapports de force, en particulier au niveau agricole, hein, puisque l'activité agricole exerçant une activité importante sur le territoire. Donc l'idée, hein, finalement, qui est venue des agriculteurs, hein, donc la démarche, elle est venue d'agriculteurs en particulier autour de Fougères, de dire, nous on est d'accord de faire évoluer nos systèmes de production, mais on voudrait que ça se fasse dans une démarche gagnant-gagnant.
Et donc de là, l'idée de chercher à valoriser économiquement les productions des exploitations agricoles. Donc c'est là est partie l'idée, et on avait été voir les expériences allemandes de Munich à Augsbourg, qui nous ont beaucoup inspirés dans des contextes très différents, puisque c'est avant tout une agriculture de montagne, mais l'approche systémique et globale nous a beaucoup inspirés. Alors, l'ambition. Quelle est l'ambition qu'on se donne à travers ce dispositif-là? Ce n'est pas l'ambition de fournir des produits en restauration collective. Donc ça, ce n'est pas une finalité, c'est juste un levier qui va nous permettre effectivement de développer les filières de production. Pourquoi? Parce que la commande publique est un marché qui est plus facile à aborder que le marché consommateur, qui lui exige de convaincre le consommateur du consentement à payer plus cher les produits. Et vous connaissez bien ce contexte avec le cas du bio aujourd'hui. L'ambition, c'est vraiment l'ambition de transformer le territoire. Transformer le territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire viser une diversification des productions. Et donc, en s'appuyant sur les études INRAE 2010 et 2023, qui, dans le cadre du plan Ecophyto, nous disent l'idée de déspécialiser et de diversifier les productions à tous les étages. À l'étage parcellaire, d'une part, c'est-à-dire faire des mélanges de céréales et de protéagineux, déspécialiser au niveau des exploitations, c'est-à-dire cesser de faire des exploitations spécialisées en légumes de plein champ, par exemple. Le cas de Reden, par exemple, la coopérative ex-Triscalia, ex-Copagri Bretagne, qui concentre les légumes dans le Morbihan, donc sur quelques exploitations, avec des cahiers des charges qui utilisent beaucoup de nitrants. Et tout ça, j'en parle parce que la coopérative a des projets justement d'aller dans cela. Et puis déspécialiser les territoires. Et donc ça, c'est un enjeu fort, c'est-à-dire cesser de faire que la Beauce soit toujours une terre céréalière et puis la Bretagne une terre d'élevage. Et donc, et ça, c'est essentiel pour allonger les rotations et donc diminuer le recours à la fois aux désherbants, aux produits phyto, et puis aux insecticides et aux fongicides. Et donc ça, il y a aussi une incidence aussi sur le lessivage d'azote, puisqu'on a aussi affaire à des rotations à risque qui accentuent aussi le lessivage d'azote. Alors comment on fait ça? Du coup, l'idée, c'est bien sûr, les agriculteurs ne vont pas faire des cultures pour faire des cultures, il faut trouver des marchés, et donc de développer des marchés locaux prioritairement. Mais on va voir que ça ne va pas suffire, parce que nous, par exemple, donc le département d'Ille-et-Vilaine, un premier département laitier de France, on consomme que 16% de la production laitière, 84% est exporté hors ce département, ailleurs, en France, en Europe, voire dans le monde. Et donc, même si on applique le scénario AFTER 2050, que vous connaissez peut-être, de l'association Solagro de Toulouse, qui vise à faire face à tous les enjeux qu'on a devant nous en termes d'adaptation au dérèglement climatique, la réduction de gaz à effet de serre, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, la santé des populations en termes de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires liées à l'alimentation avant tout, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et donc de mettre plus en adéquation production et consommation. On sera toujours un territoire excédentaire en produits laitiers. Pourquoi? Parce que les conditions pédoclimatiques le permettent. À l'inverse, on sera toujours déficitaire en fruits. Et donc, clairement, pour nous, chercher à valoriser le lait, pour simplifier, sur la région parisienne, et à l'inverse, valoriser des fruits des Pays de Loire, d'ici, sous une même égide, donc sous un même label, le label Terre de Source, décliné et déclinable à l'échelle de chacun des territoires, Terre de Source Rennes, Terre de Source Angers, Terre de Source Strasbourg, ça peut avoir du sens à partir du moment où on fait vivre ce label pour qu'il soit approprié par les consommateurs, et donc
avec le fait que les consommateurs aient confiance dans les promesses. Donc voilà la démarche, hein. Donc en termes d'objectifs, on a 25% des exploitations du territoire à labelliser en 2028, hein, soit 750, hein, puisqu'on a 2000 exploitations sur les aires de captage, plus 1000 sur le BI rennais en complément. Donc la première étape, hein, de la démarche, hein, de l'aventure, c'est l'innovation en matière de marché public. Donc vous savez que dans le cadre des marchés publics, dans le cadre de la directive de la commande publique européenne, hein, puisqu'on a affaire à cette échelle-là, il y a le principe d'égalité d'accès à la commande publique par l'ensemble des entreprises, hein. C'est-à-dire qu'il y a interdiction de faire ce que l'on appelle le localisme, de cibler un territoire géographique pour dire bah, moi, je veux que mes produits laitiers, mes yaourts, mes carottes, mes saucisses proviennent de ce territoire. Or, c'est bien ce qu'on cherche à faire. Et donc, avec les experts de Rennes Métropole, nous avons trouvé cette façon de présenter les marchés publics pour ce faire. À savoir que ce ne sont pas des marchés de fourniture, mais des marchés de prestation de services. On achète de la prestation de services protection des ressources en eau, au sens eau potable, et eau potable du bassin rennais, hein. Je n'ai pas rajouté dans l'intitulé, hein, c'est bien l'eau locale, hein. Au passage, hein, l'eau, c'est le premier produit local. Comment ça se fait? Et donc, on va financer cette prestation de service via l'achat de denrées alimentaires par les communes qui en ont la compétence, hein, d'acheter des denrées pour leur restauration collective. Et donc, on va faire une convention de groupement entre ces collectivités de compétences complémentaires, hein, le syndicat d'eau pour l'eau et la commune pour les denrées. Et donc, c'est de cette façon que seules les exploitations qui sont en amont des captages d'eau potable, donc qui ont une influence, et seule une influence sur la qualité de l'eau de ces captages, peuvent être éligibles et seules éligibles à répondre à cet appel à prestation de service. Sur ce principe-là, hein, donc on a concrétisé ce concept à 3 reprises, hein, pour arriver aujourd'hui à 88 exploitations, sachant qu'on a 130 exploitations labellisées, le complément allant sur d'autres marchés. Donc, d'un point de vue modèle économique pour l'agriculteur, il est triple, hein. C'est d'une part, le premier point, il est essentiel, c'est qu'on change de paradigme. Hein, vous savez que l'activité agricole est la seule activité économique qui ne maîtrise pas ses prix de vente. Là, comme tout soumissionnaire d'un marché public, hein, d'un candidat, c'est bien le candidat va proposer un prix. Et ce prix, bien sûr, ben, on va accompagner l'agriculteur pour que ce prix-là, il reflète bien son coût de production additionné du coût des services environnementaux, plus de sa marge, hein, bien évidemment. Deuxième point, c'est que l'acheteur du service environnemental va apporter, en l'occurrence le syndicat d'eau, un bonus financier proportionnellement à l'ambition de progrès que va se fixer l'exploitant pour faire évoluer son système de production. Et donc ça, c'est en référence à un article de la commande publique qui parle de clauses incitatives, hein, c'est-à-dire pour améliorer la performance d'exécution d'un marché public, on va apporter une incitation, et en l'occurrence une incitation financière. Et puis dernièrement, hein, c'est symbolique en termes de montant, mais très important d'un point de vue cohérence, hein, c'est qu'on demande à l'agriculteur de pratiquer une prestation d'éducation à l'alimentation durable en accueillant les convives et puis les consommateurs sur l'exploitation, hein, de façon à faire le lien producteur-consommateur. Je passe c'est juste le schéma. Donc, vous avez la localisation là, des 61 communes en jaune qui participent à ce groupement de commandes. Et puis, donc, par rapport à un territoire de production, donc en bleu avec un enjeu eau, hein, donc ce sont les aires de captage. Donc, on a commencé à essaimer d'ailleurs auprès du syndicat voisin, hein, de Fougères, hein. Et puis, en vert, hein, ce sont l'enjeu, les territoires en enjeu R. Pourquoi? Parce que à la fois les élus nous disent ben, nous, on est d'accord d'acheter des produits pour protéger notre eau potable, mais on voudrait bien acheter auprès de nos agriculteurs sur nos communes.
Donc déjà pour valoriser leur production, hein, mais aussi pour l'eau du milieu naturel, pour l'air, pour le paysage, pour la biodiversité, etc. quoi. Et donc on a ajouté hein, la prestation air en mobilisant la compétence des EPCI, hein, donc des intercommunalités, dans le cadre des PCAET, hein, les plans climat, air, énergie territoriaux. Vous avez la localisation des 88 exploitations écoles, hein, vous voyez que c'est assez bien réparti. Une diversité de production, hein, que ce soit de la viande, des fruits, des légumes, des glaces, etc. Alors, le cahier des charges, quel est-il? Donc, d'une part, le cahier des charges, il est basé sur une démarche de progrès, hein. C'est prendre les exploitations là où elles sont, dans la situation où elles sont, et les entraîner dans une démarche de progrès, et laquelle démarche de progrès est définie par l'agriculteur, hein. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas quelle est la meilleure voie pour atteindre les objectifs de résultats, hein. C'est bien l'agriculteur, accompagné de conseillers, s'il veut, de le définir, hein. Et donc, des objectifs de résultats à atteindre, hein, moins 10% à 3 ans et moins 30% à 6 ans en termes d'utilisation de produits phytosanitaires et d'excédents azotés, en même temps qu'un progrès dans les mêmes proportions du score de 12 indicateurs de la méthode IDEA, hein, qui est une méthode de diagnostic qui est pilotée par 14 scientifiques au niveau national de l'INRAE, Institut de l'élevage et autres instituts techniques comme la Bergerie nationale. Et additionné de ça, on va avoir des critères d'entrée, hein, absence de produits phyto qu'on retrouve dans l'eau et qui nous causent des problèmes au niveau traitement, hein, parce que ce sont des petites molécules et qui ont des difficultés à être absorbées par le charbon actif, notamment dans les usines. Et puis après, OGM, hein, huile de palme, antibiotiques et tout ça. Alors, comment ça se traduit Alors, dans les questions, hein, je ne vais pas détailler ça dans la présentation, hein, donc il y a des évolutions concrètes de pratiques, hein, dans le cadre des deux marchés, des deux premiers marchés. Et puis, dans le cadre de ce troisième marché-là, on a 88 exploitations écoles, on a 30 exploitations qui sont en conventionnel, hein, puisque on travaille aussi avec des exploitations en bio pour relocaliser les filières bio. Hein, donc ça, c'est un enjeu fort aussi. Et il se trouve que quand on propose aussi les démarches, bah, ce sont beaucoup d'agriculteurs bio qui se proposent de travailler à relocaliser leur filière. Donc sur les 30 exploitations en conventionnel, démarche de progrès, hein, donc engagement à 3 ans, hein, seulement, donc, on voyait qu'en fait, donc vous avez en fait les IFT, hein, ce qu'on appelle les indices de fréquence de traitement, l'utilisation de produits phytosanitaires, herbicides et hors herbicides. Donc en abscisse, hein, vous avez le numéro des exploitations, hein, de 1 à 30. Donc vous voyez qu'il y a des exploitations qui, par rapport à la référence en noir de la moyenne du territoire ou des territoires, qui sont largement au-dessus. Et pour autant, qui sont labellisées parce qu'elles se sont engagées à réduire et du coup réduire considérablement leur utilisation de produits. Et puis on va avoir des exploitations qui vont atteindre les objectifs en bas, hein, donc en deçà de la ligne rouge, qui correspond à 50% de l'utilisation de la référence territoriale, hein, et qui constitue un peu notre objectif, hein. Si on arrive à ces niveaux-là, ça veut dire qu'on diminue considérablement la pression sur le territoire. La démarche, elle est labellisée, hein, comme les bio, hein, comme d'autres démarches, avec audit interne et audit externe, avec l'intervention d'un organisme qui vient valider en fait toute la démarche de certification, de labellisation, pardon, et puis d'aller dans un certain nombre d'exploitations pour valider de l'ensemble. Alors, on a un cahier des charges transformateur, hein. Donc ça, c'est important. Cahier des charges transformateur, tout simplement aussi pour s'affranchir des produits ultra transformés qui impactent la santé. Hein, vous entendez ça dans les médias, hein, donc il y a beaucoup de produits ultra transformés qui présentent un impact sur la santé, et il est important de s'en affranchir parce que l'enjeu, hein, c'est non seulement la santé des territoires, mais avant tout, c'est la santé humaine derrière, et ça, c'est un enjeu très fort.
Alors, le développement des filières de production. Donc, comment on développe les filières de production pas à pas. Déjà, un point important, c'est que en termes de gouvernance, on met les agriculteurs au cœur de la commercialisation de leurs produits. Donc ça, c'est un enjeu fort. Hein, pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné, les agriculteurs ont lâché et ont délégué la commercialisation de leurs produits à des organisations. Et donc, on les met en lien avec des transformateurs et des acheteurs, hein, de leur choix, et pour contractualiser, dans l'idéal, sur 3 ans, avec une qualité produit, une quantité et un prix rémunérateur. Donc, si on prend l'exemple du sarrasin, hein, donc le blé noir, donc conventionnel, hein, non bio, donc c'est tout bénéfice pour la qualité de l'eau, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'intrants, ni phyto, ni engrais, ni azote, hein, pour la production, et en même temps une tête de rotation très intéressante. On était à 400 € tonne avant la guerre en Ukraine, hein, prix du marché. Nous, on était à 725 €. Et après la guerre, ça a doublé, hein, on est à 800 € tonne, et on est pour nous à 1100 €. Donc vous voyez qu'on a une différence très significative. Mais comment ça se traduit sur le prix de la galette? Ben, on fait 26 000 galettes par hectare. Hein, ça, vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. Comme les baguettes, la baguette de pain, on fait 30 000 baguettes par hectare de blé. Donc ça, il faut le savoir, hein, pour avoir un peu des idées de ratio. Bah, comment ça se traduit? Bah, c'est quelques centimes d'euros, hein, c'est 1 à 2 centimes sur le prix du produit fini, hein, partant du fait que le produit fini, c'est 20%. Enfin, la matière première constitue 20% de l'ensemble, hein, c'est 80% de travail derrière. Donc voilà la démarche. Et puis, bah, en termes de communication, c'est assez simple, hein, c'est de dire, pour la baguette de pain, bah, on vous donne un sachet à chaque fois en papier. Bah, apportez votre sac réutilisable, et au lieu de jeter le papier à la poubelle, bah, vous donnez plutôt l'argent à l'agriculteur. Hein, ça équivaut à peu près au même, quoi. Bon, même au niveau montant financier, mais pas du tout la même chose, bien évidemment, dans les faits. Voilà, donc on a 450 en gros hectares, mais ça se traduit comme le cahier des charges s'applique globalement à l'échelle de l'exploitation. Donc en tout, on a 7000 hectares de concernés, hein, puisqu'on a aussi des filières animales. Et puis on travaille aussi, bah, sur d'autres filières en ce moment, notamment le chanvre, hein, qui est aussi une plante un peu culture 3 Suisses, hein, couteau 3 Suisses, couteau suisse, pardon, 3 Suisses, couteau suisse, excusez-moi. En termes d'intérêt, à la fois en termes de valorisation, en termes agronomiques. Et donc ça, c'est vraiment des cultures qui sont vraiment à développer sur le territoire. Et puis bah, après, c'est d'autres productions, bien sûr, qui apportent en termes d'alimentation. Et puis bah, les 2 derniers axes de travail, hein, je vais en terminer après, c'est la SIC. Donc, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ce que je vous ai présenté avec les 61 communes, c'est l'organisation de la demande, hein, donc tout un groupement de commandes. En face, il faut une organisation de l'offre. L'organisation de l'offre, pourquoi? Parce que si on veut faire à grande échelle de l'achat local, eh bien, il faut une logistique. Et ça, c'est le maître mot, hein, pour acheminer les produits entre les multiples sites de production et de transformation et les sites de livraison. Hein. Et c'est la vocation de la SIC qu'on a créée donc en février 2022. Et donc, avec plusieurs fonctions, hein. Donc la fonction de grossiste, donc achat-revente, donc achat auprès des producteurs, vente auprès de la restauration collective, hein, donc avec une marge, hein, correspondant aux services. Les services, quels sont-ils? Bah, c'est l'administration des ventes, hein, auprès des restaurations collectives, et c'est la fonction logistique. Deuxième mission, bah, c'est la gestion du label, parce que bah, les transformateurs vont aller commercialiser par eux-mêmes, hein, sans utiliser la SIC, en grande surface, et donc en apposant le logo, et donc ils vont payer un droit d'usage. Hein, donc le même schéma classique, hein, que le bio ou d'autres labels. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction de coopérative, hein, pour développer les filières de production. Eh bien, il faut payer les agriculteurs à la récolte.
avant que les premiers acheteurs n'achètent la totalité de la récolte. Et donc, c'est une ligne de trésorerie qu'on gère, et donc de façon à développer pas à pas, et avant d'avoir des gros opérateurs qui, eux, vont exercer ce rôle-là. L'éducation à l'alimentation durable, donc ça, c'est essentiel. Si on s'arrête là, on ne va pas jusqu'au bout. Il faut former tous les gens, les acheteurs et les gens qui sont au contact des habitants pour qu'ils soient porteurs du message, à savoir les artisans, boulangers, bouchers, épiciers. La feuille de route, qui est le scénario After 2050 dont je parlais tout à l'heure, que l'on a décliné localement avec 93 personnes issues d'une cinquantaine de structures, et qui permet d'avoir vraiment la feuille de route. La feuille de route, pour nous, c'est l'évolution des régimes alimentaires des habitants, donc ça commun à tous les territoires, c'est manger moins de viande, mais manger de la viande, continuer à en manger. On vient de le voir avec l'intérêt des prairies tout à l'heure, présenté par Patrick, mais c'est la viande produite de façon économe en intrants. Donc l'augmentation de l'autonomie des élevages, donc l'enjeu de réduire les importations de soja, pour nous, responsable de la déforestation et des conséquences sanitaires des populations en Amérique du Sud. Et puis la réduction tendancielle de la production animale. Alors là, il faut mesurer tout ça, parce que l'enjeu, c'est aussi de maintenir l'élevage, et maintenir l'élevage pour maintenir les prairies. Donc vous voyez, tout ça, quand je dis l'élevage, c'est l'élevage bovin, donc sur les territoires en jeu. Et puis bien évidemment, en face, développer l'alimentation végétale humaine. Ça, je passe là-dessus, c'est le soutien à l'investissement, parce que on a répondu à l'appel à projet qui permet d'apporter du soutien à l'investissement des entreprises via la prise de participation au capital de la Banque des Territoires, qui est le bras armé de l'État, pour aller prendre des participations pour soutenir en fait des entreprises qui vont aller faire la chimie verte, c'est-à-dire produire des produits de biocontrôle en substitution des produits de synthèse, ou participer à la transformation des produits à la ferme. Et ça participe aussi à l'augmentation de valeur ajoutée des producteurs. Et puis le dernier point, celui par lequel j'ai commencé, c'est vraiment l'enjeu de créer une alliance entre les territoires. Si on fait ça sur notre territoire, ça n'a pas de sens. Et qui plus est, sur notre territoire, on ne peut pas avoir la capacité de transformer notre territoire si on ne s'associe pas avec d'autres territoires. Et donc là, on travaille à répondre à un appel à projet collectif européen avec des gros moyens financiers, de façon, parce que derrière, ça vous l'avez compris, il faut des moyens humains pour animer tout ça, en fait, pour animer le développement des filières, pour animer le groupement de producteurs, enfin de commandes, là, pour l'éducation à l'alimentation durable. Donc, c'est ces trois postes-là qui nécessitent des moyens importants. Voilà, et puis on accueille justement des délégations qui viennent en fait pour s'enquérir et échanger, parce que chacun des territoires innove beaucoup, et il est important d'hybrider en fait toutes les solutions générées par ces territoires qui constituent un peu le creuset de l'avenir, puisque c'est ces territoires qui réunissent tous les acteurs économiques à leur niveau, quoi. Donc vous avez en fait le résumé des briques entre le marché public, la SIC, les filières, le label, l'éducation, la feuille de route et puis les SEMAges qui résument un petit peu l'ensemble de la démarche. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous remercie pour votre travail, déjà, qui est quand même des fonds publics qui servent à faire vivre aussi l'agriculture et le local. J'avais une question par rapport au travail. Ça veut dire que là, vous êtes sur des démarches de progrès. Mais il y a certaines fermes qui ont déjà fait ces démarches de progrès, des fois, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Comment est-ce qu'elles sont intégrées, elles, dans ces projets-là? Parce qu'il y a toujours du progrès, mais de là à avoir 30% des fois de gains, et même des fermes qui sont en bio, par exemple, vous avez les critères, tout ce qui est IFT, des fermes en bio, en élevage,
des IFT complètement nuls? Bien sûr. Ouais, c'est une bonne question. Donc, en fait, effectivement, du coup, à partir du moment où les exploitations ont atteint un niveau de durabilité, donc avec des critères objectifs, à ce moment-là, elles sont plus obligées de progresser. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, les exploitations en système herbagé ou les exploitations en bio ont atteint des niveaux très importants, effectivement. Et donc là, et si vous voulez, le progrès, c'est par rapport au reste des points à acquérir. C'est pas par rapport à la situation de dire on va progresser, c'est par rapport à ce qui reste à acquérir. Ce qui fait que le nombre de points à acquérir, bah, il est d'autant plus faible que l'exploitation à un haut niveau, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, point par point et avant tout, alors, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer vraiment, et d'accompagner les auteurs pour qu'ils aient un projet cohérent et qu'ils ne viennent pas aller, chercher, si vous voulez, le nombre de points, et gratter le nombre de points pour être en cohérence avec le cahier des charges. Avant tout, c'est d'avoir un projet cohérent, au niveau de l'exploitation, et puis après, bah, le nombre de points, bien sûr, on regarde, tout ça de façon à mais voilà, on cherche avant tout la cohérence, quoi. Un peu l'avocat du diable, là, parce que pour habiter Saint-Tray, j'entends finalement très peu parler de sources, de terres de sources. On veut savoir comment vous faites votre information auprès des citoyens. Mais ma question était, les éleveurs qui sont déjà excellents, comment vous les aidez? C'est ce que vous venez de répondre, mais est-ce que, en quelque part, c'est plus facile, c'est mieux rémunéré de progresser Ouais, ça. que d'être déjà excellent? Dans la suite de ce qui a été demandé. Bah, comment on rémunère le maintien et les services environnementaux d'une façon générale. Donc, alors, je vais répondre à la première question. Donc, en termes de communication, nous, notre cible, c'est la restauration collective aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, toute la partie habitants, ça, on va le développer, comme je l'ai dit, une fois qu'on aura créé l'alliance entre les territoires. C'est-à-dire qu'il y a quelques produits qui vont diffuser dans les grandes surfaces parce qu'en fait, on travaille avec des opérateurs qui ont déjà leur entrée, et puis quelques producteurs en vente directe, mais ça se résume à quelques produits. Et comme je l'ai dit, investir la grande distribution, on ne peut pas y aller seul. Donc, on est référencé par ces produits-là depuis 4 ans, mais on sait que ça intéresse, on a validé un certain nombre de choses avec les distributeurs, mais on sait qu'on sera toujours considéré comme un fournisseur lambda. Et on ne peut pas réinverser le rapport de force. Donc, on va y aller que quand on sera associé. Et donc, la deuxième question, alors ça, c'est une question de fond. Et donc, je vais avoir une réponse très pragmatique pour vous resituer un peu le contexte dans lequel on est en termes de protection des ressources. Si on disait, en fait, donc je vous ai dit, il y a 2000 exploitations agricoles sur le territoire. Si on rémunère à la hauteur des services environnementaux les exploitations en bio, je prends l'exemple du bio pour forcer le trait, eh bien, on devrait payer, donc plus il y a d'exploitations bio, plus on devrait payer cher. D'accord? Et ça, ce modèle économique, il ne tient pas. Il ne peut pas tenir. Donc, l'idée, c'est plutôt à l'inverse, donc d'aller payer par rapport aux actions qui vont être destinées à. Donc, si vous voulez, dans le cadre des services environnementaux, il y a au moins deux façons de voir. Il y a la façon de voir de dire on donne une valeur à la nature et une valeur par rapport au coût évité. Et donc, en disant, bah, vous avez 1 kilomètre de haie, combien vous êtes capable de mettre pour acheter mon service, moi, agriculteur, pour créer la haie et l'entretenir. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous satisfait. Nous, on est parti sur autre chose. On est parti sur la comptabilité 3 capitaux, c'est-à-dire CARE. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un système comptable qui va maintenant devoir être emprunté par toutes les activités économiques partout en Europe. Et donc, du coup, et qui va s'appliquer à l'agriculture. Donc, le principe, il est le suivant. Il est de dire, en fait, pour qu'une entreprise puisse se pérenniser, eh bien, il faut que, bien sûr, qu'elle maintienne son capital financier. Donc, ça, c'est les choses dont on a l'habitude.
mais aussi son capital humain, hein, c'est-à-dire continuer à former ses agents, les motiver, hein, trouver un certain nombre d'actions qui va permettre de les conserver et ensuite pérenniser son capital environnemental, naturel. Et à ce moment-là, comment ça se fait ça? Ça va être de dire comment je me situe aujourd'hui, hein, est-ce que ma performance environnementale, elle est aujourd'hui intéressante? Oui, est-ce qu'il faut l'accroître? Et donc, et ça engage des actions peut-être sur 10 ans, en disant voilà, moi, il faut que je recrée des haies, il faut que je travaille à ma diversification de culture, etc. Et donc, ces coûts-là sont annualisés. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de participer financièrement à ça, quoi. Et donc, comment on participe financièrement à tout ça? Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'associer plein de choses. C'est d'associer, d'une part, la valorisation économique, et ça, c'est quand même important, une valorisation économique et à la hauteur, c'est-à-dire que de rémunérer le prix à la hauteur, c'est ce qu'on cherche à faire, hein, en mobilisant les acheteurs comme les consommateurs, hein, en disant: «Il faut que vous payiez le prix de vos produits à la hauteur, des coûts», hein. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être des couplages d'aides, des aides à bon escient, hein. Donc en particulier dans le cadre de quand un agriculteur, rentre dans Terre de Source, il va, valoriser une partie de sa production, pendant que le cahier des charges s'applique globalement. Donc là, il est intéressant de coupler des aides à l'entrée, mais aussi dans le cadre de trous d'air, hein. Quand vous avez des trous d'air comme on connaît en bio aujourd'hui, eh bien, en fait, il faut pouvoir intelligemment coupler des aides à ceux qui en ont besoin, d'accord? Et ce genre de situation, on va la connaître de plus en plus souvent. Vu le dérèglement climatique où, il y aura des catastrophes, à un côté de la planète, ça va se traduire par des crises économiques de plus en plus fréquentes, hein, et des prix qui vont faire le yo-yo. Donc il faudra stabiliser tout ça et donc là, imaginez et ça, on est loin d'y arriver, enfin, on y travaille, hein, justement, hein, avec le concours aussi d'experts, pour aller coupler intelligemment et puis coupler aussi de l'argent privé à côté de l'argent public. Parce que le public ne pourra pas tout, hein. Et donc coupler de l'argent privé avec la RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises. Et il y a des entreprises qui veulent de plus en plus agir, hein, pour compenser justement leurs émissions, pour compenser leur impact. Et donc tout ça, c'est ce schéma-là qu'on essaie de viser. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça se construit tout ça, mais on travaille bien dans ce sens-là pour vraiment aller de l'avant. Alors, j'ajouterais une dernière chose, c'est que, et ça permet de ne pas se dédouaner en tant que membre d'une collectivité, hein, c'est que les moyens financiers dont disposent les collectivités, en particulier celles qui gèrent l'eau, sont complètement sous-utilisés, hein. C'est-à-dire, moi, je prends un exemple pour qui est le nôtre, hein, donc le coût de l'eau, le prix de l'eau, hein, c'est donc paye l'usager, c'est 2,50 € TTC. Sur ces 2,50 €, en fait, on utilise 9 centimes pour la protection des ressources, indépendamment de Terre de Source, hein. C'est pour le foncier, on a d'autres actions que ça. 9 centimes d'euros, vous voyez, sur 2,50 € et déduit de l'agence de l'eau, c'est 2 centimes, pardon, d'euros, 2 centimes d'euros sur 2,50 €. Donc, vous voyez la marge de progression et comment ça se traduit sur au niveau de la facture de l'usager, hein, c'est 120 mètres cubes. Donc, maintenant, les gens consomment, pour un foyer de 4 personnes, 100 mètres cubes, hein, plutôt. Donc, on est à quelques euros. Et pendant que les gens sont capables d'acheter de l'eau en bouteille à 300 € l'année. Donc, notre discours, c'est de dire arrêtez d'acheter de l'eau en bouteille, dans lequel, en plus, il y a plein de plastique, hein, et mettez l'argent dans, du coup, dans l'achat de produits locaux de qualité, etc., quoi. Donc, vous voyez un petit peu le discours qu'il nous faut tenir, hein, et donc pour aller vraiment dans ce sens-là. Et donc, réunir aussi les territoires dans ce sens-là, hein, au niveau national, parce que tous les territoires sont dans le même cas, c'est qu'ils sous-utilisent. Alors, pourquoi ils sous-utilisent? Parce que les élus sont pas forcément d'accord pour aller compenser
une incohérence qui se passe au niveau global, hein, c'est-à-dire la PAC ou une politique nationale. Vous voyez? Donc les élus des territoires, ils ne sont pas là pour, ou ils ne se sentent pas avoir cette légitimité-là. Et deuxième chose, c'est aussi l'absence d'actions qui ont un impact assuré sur la qualité de l'eau, hein. Donc il y a un petit peu des peurs pour les sites. Question très très rapide. Et une réponse Je rapide. vais faire très court. Avez-vous le soutien sympathique de la Chambre d'agriculture? Alors, réponse rapide. Oui, aujourd'hui, non hier, et oui, aujourd'hui, oui. Ça va?